plaisir de vous retrouver grâce à cet hebdo de la semaine, votre émission qui vous retrace l'actualité politique. Comme on s'est dit souvent, le plaisir est le même, mais les invités changent. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous retrouvez cette émission. C'est votre émission à l'heure des questions. Je suis encore là pour cette semaine et avec moi un invité qui n'était pas là pendant un bon moment, mais il est revenu sur la scène médiatique. C'est quelqu'un qui est reconnu pour son franc-parler, mais il est aussi reconnu pour son combat politique. On va s'entretenir avec lui autour de l'actualité électorale parce que c'est dominé, aujourd'hui l'actualité est dominée par le processus électoral. Les uns n'en veulent pas, d'autres en veulent. Est-ce que va-t-on aller aux élections ou pas? Le retour de certains non, des grands pions de la politique congolaise qui étaient au silence, qui vont retourner sur la scène. Il faut qu'on en parle. Et comme je vous dis souvent, je ne suis jamais seul sur ce plateau. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir de retrouver quelqu'un qui m'est familier, qui nous est familier. Lui, c'est M. Manix Iyenda, député de la rue. C'est avec lui qu'on va échanger, on va aborder à notre méthode, comme une discussion un peu à bâton rompu. On va discuter autour des questions d'actualité. Bonjour, M. Manix. Bonjour, M. Eli. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Ça faisait quasiment 5 mois qu'on ne s'est pas vu. Vous nous avez laissé un peu sur notre soif parce qu'il fallait que vous fassiez une conférence de presse que vous avez appelée conférence de presse des vérités. Ouais. Et c'est par la suite que vous avez été pris par les services et pour être libéré 4 mois après. Avant qu'on ne parle de votre incarcération, je voulais d'abord qu'on revienne un peu sur la conférence de presse parce que les gens ne vous ont toujours pas posé la question. Qu'est-ce que vous vouliez dire en ce moment-là et que vous estimiez que c'était la vérité? Merci beaucoup, mon frère Eli. Permettez-moi quand même de dire d'entre deux jeux un grand merci pour m'avoir invité sur ce sacré plateau que je considère et que je considère toujours comme le véritable réceptacle des idées républicaines. C'est une opportunité pour nous de nous exprimer en tant que peuple, prévaloir nos idées, nos offres politiques de qualité afin que le peuple nous valide en tant que tel. Mais aussi, je dis un grand merci à tous ceux Congolais et Congolaises qui m'ont soutenu dans la prière pendant que j'étais dans le géol de service de renseignement de mon pays. C'était le périple le plus difficile de ma carrière politique. Mais bon, le bon Dieu a exaucé leurs prières. Vous savez, les Saintes Écritures disent quand Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Beaucoup de gens, ceux-là qui ont fait l'objet de la conspiration d'un complot politique pour que je me retrouve entre le maître de service, ces gens-là ne savaient pas. C'était un complot politique? Non, mais c'était toute une conspiration, un vrai complot politique. Mais malheureusement, ces gens-là ne savaient pas qu'ils balisaient un chemin de victoire, un chemin royal pour un acteur politique que je suis. Vous savez, c'est par ce passage-là que je me suis rendu compte que la haine, la colère est les sentiments les plus idiots que l'on trouve dans l'homme. Vous-même, vous n'êtes pas en colère? Non, mais moi je ne suis pas en colère. Vous n'êtes pas dégoûté? Parce que vous donnez l'impression... Non, mais pas du tout. Vous donnez là l'impression que c'est quand même une forme de revanche. Non, mais pas du tout. La revanche appartient à Dieu. Mais seulement, j'explique que la colère et la haine, c'est vraiment de sentiments le plus idiot parce que quand quelqu'un a de la haine, ne réfléchit pas beaucoup. Le frère de Joseph, qui ont vendu Joseph au point de le transférer vers les instances pénitentiaires, ne savaient pas, ne réfléchissaient pas qu'ils étaient en train de baliser un chemin royal pour Joseph. Autant pour l'histoire de Daniel. Le collègue de Daniel qui ont trahi Daniel devant le roi Darius pour que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Ces gens-là ne savaient pas. Ces comparaisons-là veulent dire quoi? Ça veut dire que votre arrestation aujourd'hui vous a poussé vers un chemin de la gloire. Ça veut tout simplement dire c'était une opportunité. Le Dieu de Manix, le Dieu de tous ceux Congolais qui ont prié pour moi, ces dieux-là étaient capables pour fermer la gueule de lion. On va rentrer en profondeur parce que là, vous venez on va vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé si vous n'êtes pas tenu par le secret. Vous nous permettrez de poser des questions. Mais je vais revenir à ma question. Ceci étant dit, qu'est-ce que vous vouliez dire à cette époque-là? D'abord, ma conférence de presse portait sur un discours des vérités.
Et cette conférence de presse était la suite pratiquement à toutes les décisions prises par les autorités de mon parti, le parti dans lequel j'évolue en tant que secrétaire national en charge de la communication immédiate du parti, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, sous la houlette du sénateur Augustin Matata Mpogno-Mapan comme président national du parti. J'ai été suspendu et après j'ai été exclu du parti. Et quelques jours ou semaines après, j'ai été arrêté. Vous faites le lien? Mais bien sûr. Parce qu'il y avait juste le petit intervalle entre la détention, l'exclusion et l'arrestation. Mais les partis de l'opposition. Effectivement. Les partis de l'opposition, comment peut-il avoir des entrées dans le service des renseignements? Non, mais le problème qu'on a connu à l'intérieur du parti, c'était un problème de philosophie politique. Vous savez, lorsque l'on vient adhérer à un parti... Vous n'étiez pas d'accord avec le leadership, la gouvernance et le développement? Non, mais c'est plutôt le parti qui n'était pas d'accord avec mon discours du nationalisme républicain. Parce que le parti m'a suspendu, juste parce que j'ai réagi contre le propos du président Kagame qui invectivait sur le président de la République au point de remettre en cause la légitimité... C'est ça la raison de votre suspension? Non, mais je vous le dis. Parce que le parti n'a jamais donné des raisons de mon exclusion. Les indiscrétions disent que vous étiez devenu un peu hautain, que vous ne respectiez plus la hiérarchie. Je fais référence au secrétaire général, par exemple. Et c'est ça la motivation, c'est ce qui s'est dit, c'est ça la motivation de votre exclusion. D'abord de votre suspension. Il s'est dit qu'on vous a suspendu, mais vous l'avez mal pris et vous avez mal réagi. Non, mais justement... Je vous dis d'abord, on m'a suspendu parce que j'ai réagi contre Kagame sur ce propos. Et même, il y a eu une vidéo virale d'un jeune Rwandais qui insultait tout un peuple. L'avocat. J'ai réagi avec un esprit nationaliste. J'ai réagi tout en rappelant que Paul Kagame n'avait pas de leçon à donner à la RDC, moins encore au président Tshisekedi. Et ces propos-là ont été mal pris au parti, au LGD. S'il vous plaît, permettez-moi d'avancer quand même, parce que c'est très important que le peuple qui nous suit mais comprennent clairement. Parce que là, vous me parlez des indiscrétions. Encore que ces indiscrétions sont teintées de grands mensonges qui ne disent pas son nom. La vérité est telle que j'ai été suspendu parce que j'avais tenu un discours contre Kagame. Et c'est ce que vous vouliez dire? Et les partis m'ont interpellé en me disant « Qui t'a autorisé de tenir ce genre de déclaration ?» C'est cela la vérité. Les partis m'ont suspendu parce qu'on me reprochait au fait d'avoir quelques rapprochements avec mon frère et ami Christian Bossembe. D'ailleurs, on dit aujourd'hui que vous serez un peu beaucoup trop proche, c'est toujours les indiscrétions, au point de travailler ensemble pour susciter un parti politique dans lequel vous serez secrétaire général. Ça, ce sont deux histoires. Et c'est comme ça que vous étiez entêté, que vous êtes sorti de... Ce qui est désagréable, ce qui est incongru et ce qui est inexplicable, c'est que comment on peut suspendre quelqu'un sur base de spéculation? Peut-être que le parti avait enquêté. D'abord, vous vouliez tenir une conférence de presse, je crois, au Congo Buzz. Encore que, je reviens. Est-ce que vous aviez payé les services? Je ne pense pas que vous faites le porte-parole du parti LGD. Non, pas du tout. Laissez-moi expliquer parce qu'il s'agit de moi qui a été suspendu. Effectivement, je vous laisse le temps de parler, mais je rapporte vraiment ce qui s'est dit à la rue, ce qui s'est dit dans les entourages. Le mieux à faire... Je vous ai là et que vous clarifiez la chose. Le mieux à faire, c'est de me laisser faire ma version de fait. Effectivement. Et le jour où vous aurez l'occasion d'inviter un membre du LGD, et c'est lui qui vous donnera les explications par rapport au parti, leur version de fait. Laissez-moi expliquer ce qui s'est passé. Allez-y. Parce qu'il s'agit de moi. Allez-y. On m'a suspendu pour ces raisons-là. Et même s'il faudrait revenir sur la suspension, on m'a suspendu sans aucun respect de procédure. J'ai été suspendu sans être notifié au préalable. J'ai vu ma lettre de suspension dans le groupe WhatsApp des cadres du parti. J'ai vu ma lettre de suspension sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. De deux, on m'a suspendu sans ne serait-ce que créer une commission disciplinaire afin de tabler sur
le comportement que vous reprochez à charge du cadre qui est ciblé. Et cela est une recommandation statutaire. Et cela n'a pas été fait. Pire encore, on a suspendu un cadre du parti, un secrétaire national en charge de questions de communication et médias du parti, sans convoquer la réunion du bureau politique. Chose grave, on m'a suspendu sans pour autant savoir que la suspension est une décision administrative interne. C'est une décision disciplinaire qui ne pouvait pas faire l'objet d'être exposée à la place publique. Toutes ces procédures n'ont pas été respectées. Et j'ai pris mon courage en tant qu'un jeune acteur politique ayant un esprit politique indépendant. J'ai appelé le président national et je lui ai dit: Monsieur le Président, comment pouvez-vous me suspendre, enfin laisser au secrétaire général du parti me suspendre sans aucun respect de procédure? Pourtant, vous et moi, nous nous battons en ce qui concerne votre dossier Boukangalonzo auprès des instances judiciaires pour contraindre à la justice congolaise au respect de procédures. Mais pourquoi en ce qui concerne Manix, vous ne respectez aucun prescrit de statut et aucune procédure requise? Est-ce cela, les leaderships et la gouvernance que nous prenons dans le cadre de notre parti? Cette question-là, je l'ai posée au président national du parti. 3 jours après, de la suspension à l'exclusion. Et lorsque j'ai vu la lettre de l'exclusion, encore une fois sur les réseaux sociaux, bien entendu, j'ai vu le motif manquement à la hiérarchie. Qu'est-ce qu'ils appellent manquement à la hiérarchie? Le fait de dire au président national: pourquoi vous me suspendez sans pour autant respecter les procédures requises. On peut y comprendre là, aujourd'hui, que tous ces discours de leadership vantés non, mais c'est à vous et aux téléspectateurs qui nous suivent de tirer des conclusions. C'est-à-dire que le président ne respecte pas lui-même. C'est à vous de tirer les conclusions. Et même s'il faudrait s'apaisantir sur l'exclusion comme décision définitive. Mais qui m'a exclu du parti? Encore une fois, c'est le secrétaire général du parti. Il n'en a pas pouvoir. Alors que moi, en tant que secrétaire national en charge de communication et médias et porte-parole du parti, j'ai été nommé par le président national du parti. Est-ce que le LGD, en tant que parti qui prône le leadership et gouvernance, le LGD ne sait pas ce que c'est la théorie de l'acte contraire? Le principe des parallélismes de forme et des compétences? N'est-ce pas que c'est l'autorité qui nomme, qui doit révoquer? Encore une fois, il y a eu le jeu de malin, le jeu astucieux du président national qui n'a pas voulu s'interférer dans ce dossier alors que son ombre a été beaucoup plus visible. Quelles ont été vos voies de recours? En étant victime, on va le prendre comme ça, de ces vices de procédure-là, de manière récidive, quelles ont été vos voies de non, mais recours? je vous ai dit... Est-ce que la conférence de presse était une voie de recours procédurale? Non, mais je vous ai dit... Oui. Je vous ai dit... Un vice de procédure, il faut... Je vous ai dit que j'ai appelé. C'était ça, la première voie de recours. Mais est-ce que vous avez écrit une lettre de protestation? Non, mais écoutez, d'abord, comment je veux écrire une lettre contre une lettre qui n'est pas légalement inscrite, qui ne répond pas à une logique d'une correspondance administrative, surtout pas dans le cadre d'un parti politique qui a un statut il fallait le mettre peut-être sur les réseaux sociaux également. Vous écrivez le public, vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Non mais écoutez, malheureusement, je ne considère pas les réseaux sociaux comme les tribunaux auprès desquels je dois m'exprimer pour justifier mon droit. Je pense que mon droit en tant qu'acteur politique et de surcroît cadre du parti n'ont pas été respectés. Si malheureusement, le parti n'a même pas accordé ne serait-ce qu'une possibilité pour ce cadre-là que je suis de s'exprimer et de justifier ses arguments par rapport au comportement qu'on leur reproche. Quelques jours après, vous annoncez une conférence de presse et pendant que tout le monde, tous, on attendait exactement ce que vous alliez dire, on apprend sur les réseaux sociaux que vous avez été pris par 2 hommes non uniformes et vous partez comme ça 4 mois après. C'est quelques semaines ou quelques jours qu'on apprendra
que vous êtes détenu par les services. Comment ça s'est passé là-bas? Parce que le président de la République avait fait une promesse de campagne. Ouais. Il avait dit qu'il va fermer les cachots. Il avait dit que l'ANER deviendra humanisé. On a la chance aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui sort des mains de service. Est-ce que tout ce que le président a dit, vous avez l'impression que c'est respecté? Est-ce que d'abord la détention a été douce? Est-ce qu'on a pris soin de vous là-bas? Est-ce que les conditions d'incarcération? Apparemment, on voit que vous êtes en bonne santé. Racontez-nous un peu votre séjour. D'abord, d'entre deux jeux, permettez-moi de mettre une assise par rapport à la dite conférence de presse. Parce que le thème, c'était les discours de vérité. Oui. Et on m'a arrêté le même jour. C'était un 28 janvier 2023. On m'a arrêté à 9h30, alors que ma conférence était prévue à 10h juste. 30 minutes avant. Discours de vérité, ça dérangeait effectivement ceux qui ne voudraient pas que la vérité soit dite. Et c'est qui? À vous de tirer les conclusions. Parce que ceux qui vous arrêtent, c'est les services. Non mais s'il vous plaît, c'est les services sous tutelle de ceux qui sont au pouvoir. On va le dire comme ça entre guillemets. Je pense que les Congolais qui nous suivent ne sont pas de moutons de panurge. Non mais nous on veut comprendre. Non mais les Congolais qui nous suivent ne sont pas malléables. Comment vous m'expliquez qu'un opposant peut commanditer une arrestation auprès de services qui répondent à l'autorité de celui qui gouverne? Laissez-moi avancer. Allez-y. Et j'ai été arrêté par le service. Mais la conspiration dans mon dossier était à quel niveau? Parce que j'ai eu un petit bobo avec le parti et surtout autour d'un dossier qui était pour le parti un dossier très sensible parce qu'il savait que je finirais par dénoncer la réaction du parti contre ma déclaration sur le discours de Kagame contre le président Tshisekedi. Les partis savaient que si je mets à la place publique cette vérité que beaucoup de gens ne comprenaient pas, ça va salir l'image du parti parce que ce gens-là, dans une certaine logique et orthodoxie d'un raisonnement rationnel, voudrait tout simplement dire que ces gens-là sont de mèche avec le gouvernement de Paul Kagame. C'est ce que ça veut dire. Vous pèsez vos mots. Non mais je pèse mes mots. Vous serez là en train d'accuser. Non mais je vous dis que le LGD. On m'a suspendu et exclu du parti parce que j'ai condamné le propos de Paul Kagame contre le président Tshisekedi. Monsieur Manix. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux raisons. On m'a suspendu et on m'a exclu à cause de ça. Donc les Congolais qui nous suivent doivent comprendre aujourd'hui que ce parti LGD serait en mèche avec le gouvernement. Non mais les Congolais le plus intelligent ne peut que boutir à une telle conclusion parce que les faits sont tellement clairs comme de l'eau claire dans un verre clair. Vous voulez que je vous dise comment? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, il faut faire tout pour que ce petit ne parle pas. Je vous donne une autre révélation. Les partis avaient une activité, une matinée politique à Chaubeuse, qu'ils avaient prévue une semaine avant ma conférence de presse. À la même date. Ils ont annulé leur matinée politique qui était prévue une semaine avant ma conférence de presse pour le faire le même jour que ma conférence de presse avec l'idée de brouiller le piste. Ça, c'est pourtant légitime. Non, mais il a fait le jeu de Barack Obama qui a envoyé les éléments pour aller, prendre Oussama Ben Laden alors qu'Obama était en train de s'adresser avec le gens, il était même en train de rire avec cet artiste comédien qui était en train de faire rire le peuple américain. Je le concède. Donc c'était une diversion. Non mais c'était une diversion, c'était leur stratégie politique et je le concède. Moi je voudrais que vous m'expliquiez quand même. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une vidéo. Une de mes vidéos où j'ai critiqué le président de la République. Ils ont servi cette vidéo à quelques agents de service pour qu'on m'arrête pour des raisons d'outrage au président de la République. Mais ça c'est votre faute. Non mais s'il vous plaît. Vous avez été très dur avec le chef de l'État. Laissez-moi vous expliquer comment nous nous sommes arrivés là. Allez-y. Et j'ai été arrêté.
après avoir été arrêté, transféré vers les geôles de l'ANR. C'est alors qu'il y a eu traitement de mon dossier. Et dans le traitement minutieux de mon dossier, il a fallu effectivement dégager les aspects relatifs à l'outrage au président de la République. Encore, il faudrait-il analyser ce problème, ces volets d'outrage au président de la République dans une dimension beaucoup plus démocratique. Parce qu'il y a volet liberté d'expression qui entre dans la ligne de compte. Et aussi, le deuxième aspect, c'était de réfléchir autour du complot et la conspiration qui s'y attachait. Ce que j'ai apprécié dans le service, c'était la sérénité dans le traitement de dossiers. Parce Ils ont été corrects. Le service a plusieurs départements. Il y a le département d'analyse, il y a le département d'investigation, le département d'opération, le service pénitentiaire et tout le reste. Ils m'ont interrogé. Les OPJ de l'ANR m'ont interrogé. Ils m'ont même laissé le temps d'expliquer la portée de mon discours que j'avais tenu. Donc vous aviez un peu le droit de la défense. Non, mais bien sûr que oui. Les droits de la défense, c'est un droit sacré. Je me suis expliqué. Vous avez été assisté? Non, mais pas du tout. Heureusement pour moi, j'ai fait les études de droit et de surcroît de droit constitutionnel. Je sais ce que c'est l'institution président de la République. Je sais ce que c'est la sacralité de l'institution président de la République. Il m'a fallu donc expliquer le contexte de mon discours qui malheureusement a été pris au premier degré. On va aller... Et après, le service a fait le traitement de dossier et le service a tiré de conclusions. 4 mois après, on m'a relâché. Encore une fois, lorsque quelqu'un est transféré vers le service de l'ANR, après que votre dossier ait été traité au niveau de service, il n'y a que 2 possibilités. Soit on vous transfère vers le parquet indiqué correspondant au type de dossier dans lequel on vous reproche. Si c'est un dossier qui se rattache à certaines dimensions ou connotations militaires, on va vous transférer vers l'auditorat militaire. Ou vers la DEMIAP, qui est l'équivalent d'un service des renseignements dans le côté militaire. Si c'est un dossier civil, on va vous transférer vers le parquet civil. Et si après traitement et que l'on pense que le citoyen ne constitue pas un problème d'insécurité ou de menace à la sûreté de l'État, on vous laisse partir. Donc vous n'êtes pas une menace. Moi, je ne suis pas une menace contre la République. Je n'ai pas dérangé la sûreté de l'État et donc l'ANR n'avait pas intérêt de me retenir ou encore de me transférer vers les instances indiquées. La raison pour laquelle on m'a relâché, on m'a libéré. Vous m'aviez posé la question de savoir, est-ce qu'il y a eu fermeture de cachot correspondant aux propos du président de la République? Est-ce que c'est humain là-bas? D'abord, je vous dis... Est-ce que vous y étiez bien D'abord, je vous dis oui par rapport aux fermetures de cachot. Mais seulement les gens ont très mal compris le propos du président de la République à ce sujet, bien entendu. Les gens l'ont pris au premier degré. Parce qu'il n'existe aucun pays au monde qui a les services de sécurité et des renseignements sans un cachot de détention. Ça n'existe pas. Mais seulement le président de la République faisait allusion au cachot parallèle, à cette floraison, panoplie des cachots qui ont été créés par le régime de 18 ans passé. Pour y mettre les opposants politiques. Non, mais bien sûr que oui. Ces cachots-là sont fermés. Aujourd'hui, le service des renseignements a utilisé une politique de synchronisation de détention. Il n'y a qu'un seul cachot. Et même pour les gens qui venaient de province, tous on les a amenés, surtout pour des dossiers à connotation sécuritaire, on les a amenés vers Kinshasa dans un seul cachot. Vous y étiez bien, humainement? Bien sûr que oui. On vous a bien traité, vous avez le droit de la visite. Non, mais ce qu'il faudrait dire, sincèrement, je n'ai pas été torturé physiquement. On ne m'a pas frappé. J'avais droit à un pain le matin et à un repas chaud chaque 14 heures ou 15 heures au maximum. Il y avait un service médical au minimum parce qu'il y avait un médecin disponible de 8 h à 17 h qui prenait soin de tous les états de santé des détenus. Moi, j'étais tombé malade à 3 reprises, j'avais des petits problèmes de fièvre. J'ai été consulté par le médecin et on m'a prescrit des médicaments
J'ai pris le médicament pris en charge par le service des renseignements. C'est que je vous dis, ce sont des choses vraies. Et même les gens qui étaient soumis sous un régime alimentaire, c'est-à-dire des gens qui souffraient par exemple de tension, des gens qui ne devraient pas manger sel, ces gens-là avaient un repas bien prévu pour les gens soumis à un régime alimentaire. Donc le traitement humain est correct à l'ANER. En tout cas, je bien dis, la torture physique n'y était pas, mais la torture morale y était parce que j'ai été enfermé pendant 4 mois et je n'avais pas droit de voir ma famille, mon enfant et tout le reste. Mais vous sortez de là, M. Manix, vous qui étiez au front contre le régime actuel, vous sortez de là et votre discours change. Quand on regarde vos dernières prestations, on a même l'impression que vous êtes aujourd'hui de l'union sacrée. Et beaucoup de gens disent qu'on vous a fait un lavage des cerveaux. Ça veut dire que votre détention était un temps où vous devriez passer d'un combat à un autre. Est-ce que vous pouvez certifier cela? Est-ce que pendant votre incarcération, on vous a dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire en sortant, en vous remettant à la liberté? Et encore que les gens disent aujourd'hui que vous représentez, en tant que jeune, l'image, les prototypes parfaits. Vous me posez beaucoup de questions. La deuxième question. Je pose la deuxième question, on va passer ces chapitres-là. Okay. Vous représentez les prototypes de ce qu'on appellerait chez nous les dynamismes politiques. Vous avez été avec Guy Luando. Après, vous avez été avec le président de la République. Après, vous avez été avec M. Matata. Aujourd'hui, vous êtes revenu un peu plus doux avec le président de la République. Qu'est-ce que vous répondrez à tout ce qui s'est dit? Non, mais j'ai l'impression que vous vous attachez trop à ce que disent les gens. J'ai vraiment envie de vous poser les questions de la rue. Vous êtes un député de la rue, permettez-moi que je rapporte ce que la rue disait également. Écoutez, non, je ne pense pas que c'est la rue qui... Si. Je n'invente rien. Non, mais s'il vous plaît. Allez-y. Vous, qu'est-ce que vous pensez de mon arrestation, vous, en tant que journaliste d'investigation? Moi, je n'ai pas d'opinion à donner. Non, mais c'est vous qui posez des questions, ce n'est pas la rue qui pose des questions. Je rapporte ce que les gens disent. Vous savez, c'est quand même dommage de se rendre compte que dans peu de temps, le 30 juin 2023, notre pays totalisera 63 ans d'indépendance. Mais on va se rendre compte, 63 ans d'indépendance après, nous continuons de rester attachés au nivellement, au débat de bas étage. Non. Est-ce qu'on peut, une fois de plus, essayer de lever un peu le niveau de notre réflexion? Les gens veulent que je dise des choses par rapport à leur entendement. Les gens veulent, en sortant de l'ANR, pour que je sois certifié comme un véritable opposant, il faut que je saigne du sang. Est-ce que vous êtes toujours opposant? Encore une fois, vous ajoutez de questions et ça me fait perdre la logique des réflexions. Les gens veulent que je réfléchisse à leur manière. Moi, je ne suis pas un aliéné politique. Je ne suis pas un malléable. Je suis un acteur politique qui considère son engagement comme un engagement sacré. La vérité, ça fait partie de mes valeurs cardinales. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais on vous voit trop transhumé, c'est ça le problème. Non, mais ça, c'est un fait. On vous voit à côté de plusieurs personnes. De tout dans vos questions. Non, mais... Je vous explique d'abord ce que les gens racontent par rapport au lavage de cerveau. Parce que les gens ne veulent pas que je dise que ma femme a été autorisée pour me rendre de visite tout le jour de la semaine à l'ANR. Mais les gens veulent que je dise quoi? Et si je le dis, je deviens un tshisekédiste pur et simple. Si je dis aux gens que je n'ai pas été torturé, et je deviens un agent du pouvoir ou un agent de l'ANR. Non mais, les gens veulent qu'on dise quoi au juste? Vous voulez que j'invente des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas vécues dans le service pour que je sois certifié véritable opposant? Non. Non, mon frère. Non. Disons les choses vraies et bien. Jean-Pierre Bemba a été arrêté. Il a fait 10 ans dans le geol de la Cour pénale internationale. Est-ce que l'attitude de Jean-Pierre Bemba avant la CPI est égale à l'attitude de Jean-Pierre Bemba après la CPI? Non.
vous qui voulez bien tirer de conclusions faciles, est-ce que nous pouvons dire que Jean-Pierre Bemba a été lavé par la Cour pénale internationale? Il a été acheté par la CPI? Est-ce que l'attitude de Vital Kamerhe avant la prison et après la prison, c'est la même attitude? Kamerhe a été acheté par la justice congolaise. C'est ça le nivellement, c'est ça le bas étage. On parle de la transhumance. Parlons-en. Je vous ai dit que lorsque on adhère à un parti politique, on n'adhère pas au sentiment du président national. On adhère à ces packages des valeurs idéologiques prédéfinies comme ligne maîtresse du parti. Encore que l'article 6 de notre Constitution parle de la liberté d'adhésion à un parti et même de création d'un parti politique. La démocratie congolaise, c'est une démocratie particulière parce qu'elle fonde sur l'existence de partis politiques. C'est ce que nous, les hommes et femmes de droit constitutionnel, nous qualifions de la particratie. Parce que la Constitution a rompu avec l'unilatéralité de la pensée politique. Les partis États, la personnification de pouvoir. Pour créer une brèche de compétition de partis politiques, c'est ce qu'on appelle le multipartisme. C'est-à-dire, le parti politique, c'est le véritable cadre par excellence où les acteurs politiques doivent s'exprimer tout en mettant en avant-plan les offres politiques de qualité. Oui, j'ai dit oui au LGD parce que je pense que la vision, le credo, le principe directeur du parti corroborait avec ma philosophie et mon engagement politique. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que le parti avait pris une autre direction. Parce que lorsque le parti ne veut pas que je réagisse contre le propos de Kagame, et c'est cela, le nationalisme républicain, que moi je considère comme une valeur cardinale. Tous ces partis de l'opposition, qu'est-ce qu'ils disent? Et ça, c'est un discours des farfelus. Ils disent que nous soutenons l'armée congolaise. Est-ce qu'on peut soutenir l'armée congolaise sans soutenir le commandant suprême de la même armée? Mais soutenir le commandant suprême ne veut pas non plus dire qu'on a les mêmes opinions. Non, mais tous les leaders de l'opposition ont fait des discours, notamment votre ancien président. Non, mais je voudrais juste qu'on a fait ces discours-là. Il a condamné. Il a condamné le M23, mais il n'a pas condamné Kagame. Donc il fallait condamner Kagame. Mais tous nous sommes d'accord que l'agression rwandaise sur le Congo est une réalité évidente. Bien sûr. Mais qui prend le courage de condamner Kagame? Qui est cet acteur politique de l'opposition que vous avez entendu et vu citer le nom de Kagame et fustiger l'agression rwandaise comme telle? Comment ça se fait, monsieur? Alors le parti, non mais s'il vous plaît, le parti m'exclut, le parti me chasse pour avoir condamné Kagame. Je prends la position de mon pays contre le Rwanda. Alors posons-nous la question, entre moi et les partis qui transhument, entre moi et les partis qui transhument, parlons bien, parlons vrai. Vous savez qu'il y a même aujourd'hui, il y a des gens même qui soutiennent, ça c'est une parenthèse, juste pour parler de la transhumance. Il y a des gens qui hier avaient condamné Joseph Kabila et aujourd'hui, ils soutiennent Joseph Kabila. Ces gens-là, non mais s'il vous plaît, ils ne sont pas un exemple. Ils ne sont pas un exemple. Et ceux qui étaient FCC, qui traversent la ligne sacrée, non plus, ne sont pas un exemple. Encore une fois, le Congolais pense que quand Katumbi quitte Joseph Kabila pour Tshisekedi, quand il quitte Tshisekedi pour tel, ça, il n'y a pas de transhumance, il n'y a pas d'instabilité politique parce que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Mponyo sont des acteurs politiques irréprochables. Mais ce n'est pas, on n'a pas dit, ce n'est pas l'exemple. Les mâles restent les mâles. C'est juste pour vous dire que les valeurs idéologiques des Manix restent inamovibles. Non, mais le problème, c'est mon combat politique demeure sacré. Vous considérez la mobilité politique des acteurs politique, ce que vous qualifiez de transhumance, vous le qualifiez par rapport au déplacement physique. Mais évidemment. Non. Évidemment. La stabilité politique, c'est par rapport à l'idéologie, mon frère. Quand vous étiez, permettez-moi, quand vous étiez avec M. Guy Luando, par exemple, et que
hier encore, on vous a vu aux côtés de M. Matata Ponyo dans le LGD. Ouais. Vous estimez que vous gardez les mêmes valeurs politiques? Non, mais justement, en fait, c'est cela le problème. J'ai bien dit, parlons vrai et parlons bien. Allez-y. Parce que vous aimez citer le nom de gens. Vous connaissez les valeurs idéologiques de Guy Luando que vous avez cité? Si vous en connaissez un. Sur ce plateau, sur le plateau de notre matinale ici, vous parliez de la serviabilité, de l'honnêteté, du socialisme. J'ai bien dit, est-ce que vous, ici, dans cette chaîne, qui me traitez des transhumants, vous connaissez les valeurs idéologiques de Guy Luando? Je viens de vous les citer parce que c'est vous qui l'avez dit. La sincérité, l'honnêteté, comment vous appelez ça, l'entraide. Ici, mais c'est ce que je dis. Je ne sais pas si vous faites un effort pour ne pas me comprendre. Pourtant, je suis très simple, je suis très limpide. Je dis ceci. Lorsqu'on définit les lignes maîtresses du parti, c'est en cela qu'on est d'accord. Et c'est pour cela qu'on adhère à un parti. À ce point-là, on est d'accord, on est quitte, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est le parcours. Oui, j'ai adhéré à Guy Luando. Si vous voulez que je parle de gens comme ça, pour vous faire plaisir. À sa vision, à ses valeurs idéologiques. Mais après, je me rends compte que, ou encore, permettez-moi de prendre cet exemple banal. On me dit que Guy Luando a tapé sur ma mère. Ok? Ou Guy Luando a insulté les femmes congolaises. Ça, c'est un exemple que je donne. Je me réveille, je dis, ok, d'accord, moi je suis très stable, très constant. Je demeure attaché aux valeurs de ces messieurs. Mais non. C'est-à-dire, ce sont les hommes politiques qui, par moments, changent avec leur philosophie pour des raisons d'intérêt politique. Pour certains. Mais pour d'autres, ils restent constants avec le leitmotiv de leur engagement politique. Donc vous êtes constant. Mais bien sûr que oui, politiques. Mon frère. Beaucoup de gens, il y a des gens même qui me disent, c'est un chercheur d'emploi. C'est pauvre monsieur. On en a l'impression. Ben, on en a vraiment l'impression. Effectivement, parce que vous êtes dans ce registre de gens qui rendent des sentences faciles, sans aucune réflexion au préalable. Et je reviens sur votre niveau, parce que vous aimez trop le nivellement. Je suis fier d'être piéton, parce qu'il y a des gens qui m'insultent. Voilà, c'est piéton, c'est pauvre. C'est-à-dire, dans votre logique, vous, qui pensez que ceux-là qui marchent à pied sont de véritables pauvres. Et ceux-là qui marchent à pied n'ont pas droit au respect et aux dignités. Vous, qui s'inscrivent dans cette logique avec des gens de jugement facile, vous pensez que lorsque quelqu'un ne travaille pas à la SNEL, à la Régie des eaux, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'emploi. Pourtant, moi, je considère l'emploi, c'est aussi le fait de créer une unité économique me permettant de nouer le deux bouts du mois de ma famille. Encore que l'économie nationale de notre pays est tenue par des activités informelles. L'entrepreneuriat. Moi, je ne suis pas de ceux qui cherchent de l'emploi. Je suis un créateur de l'emploi. Et c'est ce qui me permet de nourrir ma famille. S'il vous plaît, un pauvre Il nous reste très peu de temps. Un piéton que je suis, un sans-emploi que je suis. Mais j'ai été avec Guy Luando que vous avez cité. Guy Luando n'est pas n'importe qui dans ces pays. Il a beaucoup d'argent. Matata a beaucoup d'argent. Si c'était pour des raisons d'argent, j'allais préférer taire mes ambitions politiques pourvu que j'aie quelque chose pour nourrir ma famille. Mais voilà un pauvre, un piéton qui arrive à dire non à ceux-là qui ont le fortune, à ceux-là qui ont de l'argent. N'est-ce pas? On dit que c'est parce qu'on vous a proposé mieux de l'autre côté. On m'a proposé quoi? Aujourd'hui, on ne sait même pas vous définir. Est-ce que vous êtes opposant? Est-ce que vous avez adhéré à l'Union Sacrée? Député de la rue, mais de quel bord politique? Député de la rue, de quel bord politique? Je suis très désolé de me rendre compte que même vous, vous regardez l'État par rapport aux tendances politiques. C'est ça le dommage. C'est ça le réel politique. Non, ça c'est vous qui définissez cette réelle politique. On a la majorité au pouvoir, on a ceux qui sont de l'autre camp, de l'opposition. Vous voulez qu'on parle de l'opposition? Hier, vous la signez. Parlons de l'opposition parce qu'il nous reste très peu de temps. Et on va parler des élections parce que la Mouka, par exemple, ne veut pas aller aux élections. Ramassons carrément cette opposition. Mais on s'oppose à quoi? Est-ce qu'on s'oppose à la taille de Tshisekedi? On s'oppose à son projet politique. C'est quoi son projet politique? Les peuples d'abord. Mais quelle est l'offre politique proposée par les opposants qui s'opposent
ou au paradigme des gestions proposées par M. Félix. Leadership, gouvernance pour le développement. C'est vous qui le disiez hier. Le poète. Non, mais c'est vous qui le disiez hier. Ne sois pas un enfant de cœur. Non, mais s'il vous plaît. C'est moi qui suis surpris. S'il vous plaît. Parce que prenez le visage, s'il vous plaît. Attendez, M. Manix. J'ai l'impression que vous vous transformez en co-débatteur de M. Manix. Je vous laisse tout le temps. C'est comme si vous ne m'avez pas invité pour m'écouter. Si, je vous laisse tout le temps. Mais je vais juste poser une question. Il me semble qu'il nous reste que quelques minutes. Quelques minutes. Vous allez conclure. Hier, c'est vous qui nous disiez qu'il n'y a pas meilleure offre politique que le LGD. Aujourd'hui, moi, je suis surpris. Mais malheureusement, non, mais justement, allez-y. Je prenez votre temps. Combien de fois je vous ai dit, oui, nous avons adhéré à des valeurs idéologiques. L'offre politique n'a pas changé. Au départ, les valeurs idéologiques restaient et vivaient. Et après, aujourd'hui, ça a changé. Non, mais justement, mais qui transhume? Je vous dis qui transhume. Qui sont le partenaire du Congo? Oui, je veux bien le LGD, leadership et gouvernance pour le développement. Oui, vous voulez qu'on parle de leadership et gouvernance pour le développement pendant que nous soutenons un État agresseur contre notre propre pays? Vous certifiez ici que je le dis et je le certifie. Le LGD soutient le Rwanda. Et c'est ça le leadership. Et c'est ça la gouvernance. Parlons élection pour finir. Voilà, quand je vous mets devant le fait accompli, et là, la télé, c'est les temps. Vous vous sentez très mal. Pas du tout, la télé, c'est les temps. Ne me donnez pas de connotation, s'il vous plaît, la télé, c'est les temps. Parlons élection. L'électorat sera convoqué le 25, donc dans une semaine. Est-ce que monsieur, le député de la rue, va aller demander le suffrage de ceux qu'il côtoie? Mais bien sûr que oui. Vous serez candidat? Je serai candidat. Sous quel label? Je suis le candidat de la rue. Sous quel label? La rue. Vous serez indépendant, donc? Je suis pour la rue. Mais à la CENI, il n'y a pas de rue. Je travaille pour la rue. À la CENI, il n'y a pas de rue. Non, mais effectivement, vous... Il faut soit dans une liste de regroupement ou indépendant. Mais quand vous dites indépendant, quelle est la connotation de la rue? Quel est le label politique du peuple? C'est l'indépendance, la neutralité. Je suis aux côtés de la rue, aux côtés du peuple. Et je serai fier de mener mon combat en tant qu'acteur politique tout en étant aux côtés du peuple. Que M. Martin Fayulu... Vous aimez trop l'opposition, le pouvoir. Et je vous pose la question, on s'oppose à quoi? Vous ne me répondez pas. Que M. Martin Fayulu ne veulent pas... Vous aimez trop les individus. Vous êtes... Je citerai, dans une autre émission, je citerai votre nom également, parce que vous êtes de personnalité... Dans une autre émission, on fera un effort de parler principes et république et non les individus. Je suis totalement d'accord, mais vous comprenez qu'il était important, quand même, pour une première fois depuis votre incarcération, qu'on en parle, parce que beaucoup de gens attendaient cela. Que M. Martin Fayulu, la Mouka en gros, disons la Mouka, que la Mouka aujourd'hui ne veulent pas aller aux élections, disons ça comme ça, que les FCC fassent un retour politique, est-ce que doit-on craindre l'organisation des élections qui doit normalement se tenir en décembre? Va-t-on là vers un dialogue politique comme on l'a vécu en 2016? Non, mais là, vous me demandez de réfléchir à la place de M. Martin Fayulu. Non, parce que vous y êtes concerné, vous êtes partie prenante des élections. Non, mais moi, je suis partie prenante des élections, mais je ne réagis pas de la même manière que Martin Fayulu. Moi, je crois aux élections et à la tenue des élections. On peut y aller aux élections sans inclusivité. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas inclusivité? L'opposition dit ne pas être représentée au niveau de la Est-ce que le discours de l'opposition, nous pouvons le considérer comme évangile pour que nous disions Amen? Vous avez déjà entendu Martin Fayulu réfléchir sur la question de l'agriculture? Il a fait des propositions, les 300 propositions qui sont programme politique. Vous l'avez lu? Bah oui. Il avait dit que si jamais il était président, il allait installer l'état-major, par exemple, à l'Est. Et ça, c'est ce que vous considérez comme paradigme politique? Bah, on est un État agressé, on est en guerre. Non, mais écoutez... C'est une solution politique. Mon frère, je vous ai dit... M. Tshisekedi a proposé presque la même chose. Non, mais moi, je ne suis pas le défenseur de M. Tshisekedi. Je fais juste un comparatif. Non, mais malheureusement, dans cette comparaison, moi, je ne me retrouve pas. Allez-y. Parce que moi, je suis du camp du peuple. Je vous dis, quels sont les paradigmes de gestion proposés par les opposants, autant pour ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République? Si vous prenez le nom de Fayulu, le nom de Matata, le nom de Katumbi, et même leur parti vous enlevez, est-ce que vous pouvez leur identifier au regard des idéaux politiques derrière eux? Quand vous regardez Martin Fayulu, quelles sont les idées républicaines que vous pouvez retrouver les identifiants? Lequel? Mais en quoi et pourquoi on ferait l'opposition? En quoi et pourquoi on s'opposerait au régime en place?
Moi, je suis pour une opposition de gouvernance. Je suis pour une opposition agricole, opposition économique, opposition sociale, opposition écologique, opposition diplomatique. C'est-à-dire de gens qui disent non au Tshisekedi ou à Tshisekedi, au pouvoir et au régime et au système de Tshisekedi, tout en étant capable de proposer l'offre politique de qualité contraire à ce qu'ils reprochent. Vous êtes là en train d'inventer donc une nouvelle façon de faire l'opposition. Je vous rappelle comment l'État doit fonctionner. Parce que nous sommes de ceux qui pensent, à ces stades, 63 ans après, nous devons refonder l'État. Nous devons procéder à la restructuration de l'État. Au réformatage même de mentalité des acteurs politiques que nous sommes. J'ai vu le jeune, comment il s'appelle encore, le jeune opposant qui fait carton en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, Sénégal ou Côte d'Ivoire? Au Sénégal. Sénégal. Hier, j'ai vu son ouvrage qu'il a écrit sur les révolutions politiques au Sénégal. Vous avez déjà vu un acteur politique congolais qui écrit sur le contexte politique? M. Matata a écrit. Il écrit quoi? Il a écrit un ouvrage sur la gouvernance. M. Matata a écrit. Connaissez-vous une gouvernance de qualité qui se solde par des résultats de fiasco? Connaissez-vous? Il dit, ça marche très bien, il dit avoir stabilisé le cadre macroéconomique. Ouais. Je rapporte ce qu'il dit. Je veux bien. Matata a toujours été pour moi un citoyen très respecté. Matata a fait sa part de contribution pour la République. Matata a apporté sa pierre de contribution pour bâtir le Congo. Mais après, Matata passe. Parce que le Congo de demain, nous espérons maintenant la brique qui sera apportée par Eli, par Manix. Mais est-ce que Matata, autant pour ceux qui ont géré le pays hier, lorsqu'ils regardent le Congolais, ils peuvent être fiers de leur gouvernance? Est-ce que lorsqu'il faudrait établir un bulletin de gouvernance de ceux-là qui ont géré le pays hier, le peuple leur donnera une bonne cote? Vous le pensez vraiment? Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais ils ne sont pas dignes d'être considérés comme les référentiels politiques de ces pays. On est arrivé à la fin, mais vraiment pour votre mot de la fin, comprenez que c'était vraiment une émission sur vous, sur votre parcours et sur ce que vous avez vécu. J'aimerais quand même que vous vous adressiez à la jeunesse, à ce peuple pour qui vous appelez député de la rue. On arrive, l'horizon électoral est là. Que faut-il? Est-ce qu'il faut une nouvelle classe de la jeunesse? Il faut que le peuple se prenne en charge, comme Mouzé le disait. C'est important. Comment le faire? Et qu'est-ce que vous représentez? Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour le lendemain qui arrive très rapidement à ce peuple-là que vous côtoyez? Je voudrais beaucoup plus s'adresser aux jeunes. C'est un rappel d'ailleurs. La destinée de ces pays est entre les mains de jeunes. Qu'on ne vous trompe pas. Malheureusement, les jeunes de partis politiques, dans la plupart des cas, sont considérés comme des enfants de l'écodine. Les jeunes sont considérés comme des chaises publiques sur lesquelles tout le monde peut s'asseoir. Les jeunes sont des échelles, des escaliers pour que les acteurs politiques montent. On utilise les jeunes comme des malléables, comme des gens susceptibles à être emportés au gré des vagues. Vous prenez un jeune aussi combattant comme Prince Epengue, par exemple, qui se bat et qui construit son image politique. Mais du coup, il est obligé de s'emporter au gré de la position politique de son président national. Par exemple, il ne pourra pas postuler. Par exemple. C'est-à-dire qu'il va jeter en pâture toute sa carrière qu'il a construite avec beaucoup de difficultés à cause du point de vue de celui qu'il qualifie comme président national du parti. Il n'y a pas de débat dans des partis politiques? Non, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un individu, pour ses intérêts à lui, il veut sacrifier la carrière politique de toute une génération. Que deviendra le prince Epengue? Mon frère et mon ami Lexus Légal.
tout ce monde-là qui pense qu'ils peuvent apporter quelque chose pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Parce qu'il y a le peuple qui espère aussi sur ce jeune. Raison pour laquelle moi j'invite la jeunesse congolaise à l'indépendance d'esprit. Vous pouvez être membre dans un parti politique, mais lorsque le parti s'inscrit dans une voie qui n'est pas normale, vous pouvez dire non à cela. C'est nous, le jeune, qui détenons la clé. Nous avons le privilège du nombre. Les jeunes sont plus nombreux. C'est nous qui sommes majoritaires dans toutes les couches sociales du pays. Ce qui crée comme conséquence logique. Nous exerçons une influence électorale. C'est nous, les jeunes, qui peuvent se décider sur celui qui deviendra président de la République dans ce pays. C'est la jeunesse qui va investir la majorité parlementaire. Parce que la clé électorale, c'est entre les mains de jeunes. Mais il faut une jeunesse indépendante d'esprit. Il faut une jeunesse élite. Il faut une jeunesse qui ne serait pas ballottable. Pas une jeunesse manipulable. Pas une jeunesse sans position. Pas une jeunesse convaincue. Parce que la révolution que nous allons mener avec la jeunesse, cette révolution pour le changement substantiel de la République, on ne le mènera pas avec une jeunesse vaincue, mais on mènera cette révolution avec une jeunesse convaincue. Et moi, je fais partie de cette catégorie de jeunes, ceux-là qui peuvent s'orienter vers une nouvelle direction de la République pour apporter leur pierre de contribution. Aujourd'hui, nous avons l'âge de Patrice Emery Lumumba. Nous avons l'âge de Joseph Kabila quand il était au pouvoir, à 29 ans. Nous avons l'âge de gens sur qui le Congo peut compter. Est-ce que 63 ans après, le Congo peut compter sur la jeunesse congolaise? On sent qu'un parti arrive. Quel parti? Un parti politique de M. Manix. Vous pensez que, va regrouper ces gens. vous pensez que le citoyen de qualité, on le retrouverait toujours et ipso facto ou par le voie des partis politiques? Vous n'êtes plus d'accord avec les partis politiques? Je vous dis ceci et je finis par là. Oui, on finit aussi l'émission. Le Congolais de qualité, se retrouve en dehors de la sphère politique. Nous avons un professeur congolais qui a créé le téléphone smartphone. Il n'est pas membre du PPRD, moins encore membre de l'UDPS. C'est un Congolais de qualité. Madame Kirongozi qui nous a créé une technologie inédite, made in Congo, le robot roulage. Il est de quel parti? Le Congolais de qualité. Il y a une dame, une jeune dame, qui fait la promotion de notre café, le café quinois, Madame, qui révalorise effectivement. Madame Tissia Mukuna. Non mais effectivement, il est de quel parti? Il est de quel parti? Toi qui fais très bien ton travail, Élie, je t'apprécie beaucoup. Merci. Et j'ai toujours un très grand respect eu égard à la dextérité de votre travail professionnel. Vous êtes de quel parti? Aucun. Nous pouvons espérer un Congo meilleur avec de Congolais de qualité qui n'appartiennent pas aux partis politiques. Nous pouvons espérer un Congo meilleur sans parti politique. Ce sera sur ces mots-là que nous allons boucler la boucle, comme on le dit. Cette émission est terminée. C'était pour vous, Élie Mondonga, avec M. Manix Iyenda. On a tourné un peu autour de son incarcération. Comprenez qu'on n'a pas eu le temps d'aborder les questions d'actualité parce qu'il est important autant de parler de l'actualité que de parler des acteurs politiques. Moi, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, mais gardez en mémoire que le plaisir est toujours le même. À très bientôt. Merci beaucoup.